Bonjour et bienvenue dans la suite de la psychologie bouddhiste. On va continuer sur notre lancée par rapport aux perceptions directes. Donc, on va essayer de les décrire un petit peu plus en détail. Donc, on va essayer de voir qu'il y a des divisions générales de ces perceptions directes et on va entrer de plus en plus dans les subtilités, dans les subdivisions. Et il y a aussi donc les perceptions directes sensorielles qu'on verra aujourd'hui. Très bien. Donc, si on regarde les catégories générales, on verra que les perceptions directes sont divisées en 4 catégories générales. Les perceptions directes sensorielles d'abord, ensuite les perceptions directes mentales, puis les perceptions directes autocognitives, toujours pour le Sautrantika qui suit le raisonnement, et les perceptions directes yogiques qui sont très importantes pour le développement de l'esprit vers la libération et l'éveil. Donc c'est ça qui est très important, puisque comme on l'a vu, ce n'est pas la connaissance qui permet de se libérer de la souffrance, mais la cognition valide, une connaissance parfaite de la réalité des choses. Très bien. Et la seconde division, c'est les catégories générales de ces différents types de perceptions directes. La plupart d'entre elles sont divisées en 3. Donc d'abord les cognitions valides, perceptions directes qui sont des cognitions valides. Vous avez aussi des perceptions directes qui sont des cognitions subséquentes et des perceptions directes qui sont des cognitions inattentives. Donc on verra que seule la perception directe yogique échappe à cette troisième division. Ok, donc pour les perceptions directes sensorielles, vous allez voir, c'est pas très compliqué. On a l'habitude de parler des 5 sens. Donc ici, ça renvoie à la même chose, presque la même chose. On verra que là, il y a peut-être des nuances qui sont apportées dans la tradition bouddhiste. Et donc, on a d'abord la perception directe visuelle, puis la perception directe auditive, puis olfactive, puis gustative, puis tactile. Très bien, donc pourquoi dans cet ordre-là? On peut voir parfois dans certains textes que la perception visuelle est souvent considérée comme étant la plus importante. Mais aussi on peut voir que quand on veut distinguer un objet, par exemple si vous avez des fleurs artificielles, vous voulez savoir si elles sont vraies ou pas, parfois la perception visuelle ne suffit pas, donc il faut s'en approcher, on essaie de les sentir et pourquoi pas même de les goûter. Par exemple, les bébés font comme ça, ils mettent tout à la bouche par exemple. Et puis vous pouvez aussi euh, essayer de sentir par votre conscience tactile pour voir si ces fleurs sont naturelles ou artificielles. Donc parfois, ça peut être cette description-là pour expliquer comment est-ce qu'on peut être de plus en plus proche d'un objet pour essayer d'en déterminer l'identité. Très bien. Donc en fait, tous ces développements ici, on les retrouve dans la clé magique ouvrant la voie du raisonnement, le Reglam Tulgidamik du tuteur Purbuchok, Yongzin Purbuchok. Et donc, il y a plusieurs niveaux dans son Dura, dans son compendium de thèmes. Le premier niveau, on le retrouve dans Debate in Tibetan Buddhism, avec d'excellents développements, des commentaires et puis des comparaisons avec d'autres compendiums de thèmes. Et dans le niveau 2, on retrouve les consciences et cognitions, l'oric. Et donc, traditionnellement, c'est comme ça qu'on décrit en fait la psychologie bouddhiste. Et donc, d'après Geshe Dreyfus, il est possible que par le passé, le terme employé soit l'oric avec un double suffixe, un post-suffixe. Et donc, dans ce cas-là, ça peut vouloir dire type de conscience, les catégories de conscience. Et il est possible que, au fil de l'histoire, le post-suffixe ait disparu, et à ce moment-là, c'est juste l'auric, conscience et cognition. Très bien. Et donc, vous pouvez retrouver d'excellents développements, bien sûr, dans Connaître l'esprit selon le bouddhisme tibétain de Lati Rinpoche, avec un autre logique, mais il fait aussi des comparaisons avec Purbuchok et avec d'autres manuels. Très bien, donc pour revenir à la définition d'une perception directe, on a vu que c'est une cognition libre de conceptualisation et non erronée. Donc ça, on l'avait vu précédemment.
Donc, c'est juste une petite révision. On avait dit, c'était Topadonde Shin Matueripa. C'est la définition d'une perception directe. Lo Munsum Betsenyi. Très bien. Donc, on avait vu que libre de conceptualisation, pourquoi? Parce que si on dit simplement non conceptuel, ça ne suffit pas. Par exemple, une personne est non conceptuelle, une personne, ce n'est pas un objet conceptuel, et pourtant, une personne n'est pas libre de conceptualisation. Et puis, non erroné, pourquoi? Parce qu'il y a des perceptions qui ne sont pas conceptuelles et qui peuvent se tromper à l'égard de leur objet apparent. Alors que ici, si on parle d'une perception directe, elle ne se trompe pas à l'égard de son objet apparent, elle est donc non erronée. Donc bien sûr, on verra par la suite, quand on étudiera les autres écoles philosophiques, qu'il y a des choses qui seront modifiées. On verra que par exemple, pour l'école la plus subtile, le Prasangika, Madhyamaka, on verra qu'une cognition libre de conceptualisation n'a pas le même sens que ce qu'on voit ici avec le Sautrantika. Et on verra pour le Prasangika qu'une perception directe sensorielle, par exemple, est nécessairement erronée pour un être ordinaire. Donc ça, on verra ça par la suite. Mais pour l'instant, si on établit déjà une bonne compréhension par rapport au Sautrantika qui suit le raisonnement, ça va nous aider énormément pour ensuite raffiner notre compréhension. Ok, donc ça c'est la perception directe, donc c'est le sens le plus général, la catégorie la plus générale. Et ensuite, on a les perceptions directes sensorielles. Donc ça c'est aussi assez général, c'est une subdivision. Et donc la définition est un petit peu plus longue. Donc ça c'est la définition d'une perception directe sensorielle. On verra par la suite les définitions des perceptions directes mentales, autocognitives, yogiques, etc. Mais pour l'instant, on va se concentrer sur les directs sensoriels. Et donc la définition, c'est toujours une cognition. Il faut que ce soit une cognition, un événement mental qui est premièrement produite en dépendance de sa propre condition souveraine non commune, une faculté sensorielle physique. Donc ça, c'est important. Si vous avez suivi les épisodes précédents, vous avez vu qu'on a besoin de 3 conditions pour que se présente une perception directe. On a besoin d'une condition objectale, une condition souveraine non commune ou une condition habilitante non commune, comme vous voulez, et une condition antécédente. On avait vu que la condition antécédente, c'est la cause substantielle de la perception directe. C'est ce dont l'entité va se transformer pour engendrer son effet. Alors que les autres conditions sont coopérantes dans le sens où elles permettent, elles aident la perception directe à survenir, mais elles ne sont pas les causes substantielles. Ok, donc la condition souveraine non commune, il y a des débats là-dessus, on peut trouver parfois des conditions souveraines communes, pourquoi pas, ça peut arriver, mais on en parlera peut-être plus tard. Et donc ici, on parle d'une faculté sensorielle physique. Donc, vous pouvez voir ici que ça s'applique à l'œil, l'oreille, au nez, à la langue et à la conscience tactile. Parce que à la faculté tactile, parce que toutes ces facultés sont physiques. Et donc, c'est ce qui donne ici l'entité de la perception directe sensorielle. Pourquoi est-ce qu'on appelle sensorielle et non pas mentale? Parce qu'elle est née en dépendance d'une faculté sensorielle physique. Et donc, c'est de la matière. Et donc, dans ce cas-là, on a une perception directe qui est issue de cette une condition souveraine non commune, une faculté sensorielle physique, et donc on parle de perception directe sensorielle. Alors que si on avait parlé de faculté mentale, à ce moment-là, on aurait parlé d'une perception directe mentale. Donc c'est ça qui fait la différence ici. Et elle est aussi libre de conceptualisation et non erronée, nécessairement, puisque c'est une instance d'une perception directe. Très bien. Et puis, donc, si on va dans les subdivisions, on verra les 5, bien sûr, la définition d'une perception directe sensorielle appréhendant une forme visuelle. Donc, littéralement, c'est ça. En tibétain, on dit Zuzi ou Wangung et Tseni, la définition d'une perception directe sensorielle appréhendant une forme. Littéralement, c'est une forme, mais pour les Sautrantika qui suivent le raisonnement, forme égale matière. Et donc, dans ce cas-là, un son, c'est aussi une forme. Une saveur, c'est une forme, etc., etc.
Et donc, on est obligé de spécifier et de parler de forme visuelle. Et à ce moment-là, on a une forme source, une forme qui est la source d'une perception visuelle. Alors qu'un son n'est pas la source d'une perception visuelle. Un son sera un son source, ce sera une source pour une conscience auditive. Donc ici, on est obligé d'interpréter, de rajouter forme visuelle pour éviter de prêter le flanc à certains débats. Très bien, donc littéralement, c'est appréhendant une forme visuelle, mais on peut simplement dire perception directe visuelle, ça convient tout à fait, c'est plus simple. Et donc la définition, c'est une cognition qui est produite en dépendance de sa propre condition souveraine non commune, une faculté visuelle. Donc la faculté visuelle, c'est une forme claire, c'est une forme subtile qui se trouve dans l'œil. Et donc, ce n'est pas l'œil au sens général, mais c'est plutôt quelque chose de plus spécifique qui se trouve au sein de l'œil pour l'épistémologie bouddhiste. Et quand on parle de faculté, en sanskrit, on parle de indriya. Donc, pourquoi c'est une faculté ou un pouvoir dans le sens où, dans la mythologie indienne, il y avait le roi des dieux Indra qui envoyait des déités euh, pour aller chercher des informations et les rapporter au soi, à la personne. Et donc, c'est pourquoi les facultés étaient personnifiées par des déités, etc. Et donc, c'est pourquoi on les appelait Indriya, les pouvoirs. Et donc, en français, on peut simplement parler de faculté, ça correspond tout à fait, le fait d'avoir la capacité, une certaine capacité, la faculté, etc. Donc la faculté visuelle, c'est ce qu'on trouve au sein de l'organe visuel. Donc bien sûr, quand on associe ces descriptions à ce qu'on a découvert avec la science, on pourrait rajouter le cerveau, bien sûr, puisque le cerveau est très important. Si on a une faculté visuelle qui se trouve au sein de l'organe de l'œil, mais que le cerveau est endommagé, par exemple, ça ne fonctionnerait pas. Ou si le nerf optique était endommagé, ça ne fonctionnerait pas non plus. On n'aurait pas de perception directe visuelle. Donc on pourrait dire à ce moment-là que la faculté visuelle, qui est cette forme claire qui se trouve au sein de l'œil, serait une condition souveraine non commune principale, et que les autres conditions, telles que le cerveau, seraient nécessaires, mais secondaires de ce point de vue-là. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ok, donc ici on a une faculté visuelle, très bien, et on a aussi sa propre condition objectale, une forme visuelle. Donc vous voyez ici que les deux conditions coopérantes sont mentionnées clairement. La cause substantielle de la perception directe visuelle, c'est un moment de conscience immédiatement antérieur, et il est nécessaire pour toutes les perceptions directes et pour tout type de cognition. Donc c'est pourquoi on n'insiste pas pour en parler, il est en filigrane, ce moment de conscience antérieure. Ce qui compte ici pour faire la distinction entre toutes ces cognitions, ce sont les conditions coopérantes que sont la condition souveraine non commune ou la condition habilitante non commune, comme vous voulez, et la condition objectale, une forme visuelle. Et elle est toujours libre de conceptualisation et non erronée, puisque c'est une instance d'une perception directe. Et donc, elle doit avoir ses caractéristiques définissantes aussi. Si on parle de la conscience auditive, on dira littéralement une perception directe, sensorielle, appréhendant un son. Et donc, on peut dire tout simplement une perception directe auditive, ou même on peut se passer de direct, on peut dire simplement une perception auditive, puisque pour le Sotrantika, si c'est une perception auditive, c'est nécessairement direct. Ok. Et donc ensuite, on a la définition, une cognition qui est produite en dépendance de sa propre condition souveraine non commune, une faculté auditive, très bien, et de sa propre condition objectale, un son. Et donc, elle est toujours libre de conceptualisation et non erronée. C'est parfait, ça correspond. Vous avez sensiblement la même chose pour la perception directe olfactive. Vous avez juste la condition objectale et la condition souveraine qui sont modifiées. Et vous avez une perception directe auditive, olfactive, gustative et tactile. Très bien, donc vous avez ici les 5 sens. Donc on verra par la suite pourquoi est-ce que la faculté tactile est importante pour les facteurs mentaux, puisque quand on a une perception
auditive, par exemple. Vous avez une perception auditive d'un son agréable, par exemple, un magnifique son de guitare ou un chant splendide, etc. Vous pouvez avoir une sensation agréable qui est associée à votre perception sensorielle. Cette sensation est un facteur mental, mais puisqu'elle est née en dépendance d'une condition souveraine non commune, qui est une faculté physique, puisque ce sera dans ce qui se trouve dans l'organe auditif, à ce moment-là, on parlera d'une sensation physique. Même si le facteur mental de sensation est un facteur mental, c'est de la conscience, on lui donnera le qualificatif de sensation physique parce qu'elle sera née en dépendance d'une faculté physique. Et donc, en général, la faculté tactile, elle imprègne tous les organes sensoriels. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des sensations physiques dans l'œil, dans l'oreille, etc. Donc ça, c'est important de comprendre que cette faculté tactile imprègne tout ce qui est innervé dans notre corps. Et donc aussi les facultés auditives, olfactives, gustatives, etc. Donc ça, c'est intéressant de le noter. Et on verra donc prochainement les perceptions directes mentales. C'est intéressant aussi puisque là, du point de vue scientifique, on aura du mal à l'expliquer. C'est plutôt du point de vue de la psychologie bouddhiste qu'on pourra essayer de donner des éléments de réponse. Voilà, merci beaucoup et à très bientôt pour la suite.